Bonjour YouTube, tous les mercredis sur Twitch à 13h, je parle d'un film que je suis allé voir le matin même, un film qui est sorti ce jour-là. Cette semaine, on parle de Une histoire d'amour, le dernier film d'Alexis Michalik qui était déjà derrière Edmond. C'est d'abord un metteur en scène de théâtre à succès, metteur en scène et comédien de théâtre à succès, notamment Une histoire d'amour et Edmond qu'il a par la suite adapté au cinéma. Donc Edmond qui était son premier long métrage et que moi j'avais assez apprécié. Il y avait quelques ficelles et tout, mais il y avait comme ça une volonté de poésie et on sentait une envie de cinéma, une envie d'excès, parfois chez Michalik, parfois qui va avec des gros sabots, mais globalement ça rentrait dans la joliesse. Et, euh, et donc là, il a adapté une autre de ses pièces qui avait fait un carton au théâtre. Au cinéma, a priori, c'est une petite sortie assez discrète, qui va pas avoir énormément d'écran. Et voilà, écoutez, moi j'avais beaucoup apprécié Edmond, comme je vous disais, sans en faire un très grand cinéma, j'avais trouvé ça très chouette, une bonne adaptation, enfin, ce que Edmond racontait en gros, l'histoire derrière la pièce Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, du coup, et, euh, et essayer de raconter ça, mais comme ça, avec un peu de poésie, avec un peu de, un côté farfelu, dans le sens, je suis pas sûr qu'on respecte l'histoire à la lettre, mais je suis pas sûr que ce soit très important et très intéressant. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Alexis Michalik en tant que comédien. Il commence à être un peu plus célèbre, justement, puisqu'il joue souvent le rôle titre dans ses propres films. En tout cas, c'est le cas pour Une histoire d'amour. Mais je me souviens, moi, l'avoir découvert dans une série Canal+, il y a quelques années, qui s'appelait Kaboul Kitchen, qui avait plein de défauts, mais que j'aimais beaucoup et où je trouvais que c'était un des acteurs qui surnageait le plus comme ça, qui était toujours très bien, qui jouait à merveille le rôle de petit connard. Donc voilà, c'est un acteur pour qui j'ai de la sympathie. Et donc je me dis, tiens, il sort un deuxième film. Alors je savais pas que c'était adapté d'une pièce, même si je m'en doutais un peu, ça je l'ai lu depuis. J'ai eu envie de montrer un peu un autre genre de cinéma, un peu plus comédie dramatique, un peu plus classique et en même temps pas tant que ça. Ah bah pas trop tôt. Tiens, amène ça au camion. Ouais, pourquoi t'es là? Je suis obligé, c'est mon frère. Elle est hétéro, hein. Je sais, chut. Et maquée aussi. Tais-toi. Tu vas la revoir? Bah non, ça a pas de sens, hein. Ok, si tu veux mourir seul, c'est ton droit. Tu crois qu'on est maudits? Toi, moi, papa, maman. Tu crois qu'on est incapable d'avoir une histoire d'amour? Qui dure, je veux dire? Bah j'espère pas, je me suis quand même fait chier à écrire ton discours. Pour mon avis, en sortie de salle, je suis un peu embêté par, par Une histoire d'amour parce il y a quelques très jolies choses et puis il y a beaucoup de choses qui viennent un peu plomber l'ensemble. Donc on est comme ça sur un ton très mélodramatique avec des personnages à qui il arrive plein de trucs pas chouettes. Thématiquement, on essaye de parler de deuil et de cette idée de se sentir maudit, le poids de la malédiction et de l'enfance et des fantômes qui nous hantent, etc., etc. C'est un sujet classique et d'autant plus en cinéma français et en même temps c'est un sujet intéressant. Je vais pas moi-même m'en moquer puisque j'ai essayé d'écrire un film comme ça sur le deuil et sur en essayant de mettre de la vitalité dedans et de dire le sujet c'est pas d'être heureux et que tout va bien dans le meilleur des mondes mais c'est de bouger quoi, du mouvement. Et donc ce ton mélodramatique, il est très bizarrement dosé. C'est-à-dire que en termes d'écriture, en termes de personnages, c'est hyper présent, hyper pesant. Il y a vraiment cette question de poids, de pesanteur. Après, on va dire un petit quart d'heure de jolie fantaisie et qui est le début de l'histoire d'amour entre ces deux femmes. Très vite, on passe à oulala, rien ne va. Et je trouve qu'on a un problème, c'est que on va pas trop aborder comment les choses vont pas et qu'est-ce qu'on fait de nos vies comme ça. On va tout de suite, très vite aller sur les conséquences, les conséquences, les conséquences. Et c'est un film qui va très très vite, notamment à travers pas mal d'ellipses, alors qui sont d'un point de vue cinématographique assez bien traités. Quelques raccords, quelques jolies idées de mise en scène, parfois. Enfin en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est pas quelques jolies idées de mise en scène, c'est plein d'idées de mise en scène, dont beaucoup assez maltraitées et quelques-unes très réussies. On a en plus un truc, moi, qui m'a beaucoup dérangé dans le film et qui pourtant parfois peut faire sourire. Notamment, vous l'avez dans la bande-annonce avec oh, l'amour, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est le sujet de, de la littérature, lit des livres, merde. Cette idée, je crois qu'Alexis Michalik en interview, il parle
d'humour de résistance, donc de ponctuer comme ça pas mal de scènes euh, avec un ou plusieurs personnages qui font comme ça des petites piques un peu sorties de la scène, mais moi j'ai un problème dans le traitement, dans l'idée qu'on veut faire de comment on dirige ça. Notamment là où, en termes de mise en scène, on sent qu'on a envie d'avoir de la continuité, puisque c'est souvent sur un plan qui dure. C'est pas un cut sur un personnage qui dit sa réplique cinglante, et on passe, c'est sur un plan qui dure, et donc on voit de rupture, en gros, le personnage qui est pas bien, qui est soit le même personnage, soit la personne en face, qui va faire comme ça une petite pique, une petite saillie, et on va revenir au sujet pas grave, mais en termes de ton, c'est c'est tout le temps joué comme si c'était pas grave, alors que moi j'aime beaucoup ça, les, euh, les pics comme ça, les trucs un peu ironiques, machin. Mais ce que j'aime, c'est quand des personnages au plus mal le font tout en... On voit toute la douleur dans le ton, dans les yeux, dans l'ambiance physique, dans comment dire, le langage corporel du personnage et du comédien. Et en même temps, on a une petite saillie comme ça pour essayer qui est plus pour essayer de se réagripper à la vie, à de la vitalité, à de l'humour, etc., que pour détendre le spectateur lui-même. Et là, il y a comme ça une volonté de parsemer le film, c'était sûrement déjà le cas dans la pièce, de répliques cinglantes qui sont à la fois trop intelligentes pour être complètement improvisées comme ça dans la vraie vie en vrai, et du coup on n'y croit pas tout à fait, et à la fois pas assez au bon moment par rapport à qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, etc. Il y a comme ça une forme de décalage qui, même si elle nous arrache pas mal de sourires, voire des petits rires, nous sort un peu du film et en fait nous rappelle qu'on est dans une salle de cinéma en train de regarder un film et que c'est rigolo, ils ont fait une petite vanne, mais on sent, comment dire, on sent que c'est une vanne du réalisateur et pas du personnage. Et pas le personnage qui, par besoin de vitalité, va comme ça parsemer ces moments d'angoisse par un humour noir, etc. Parfois ça marche parce qu'on a des très bons comédiens, d'ailleurs Alexis Michali qui a fait venir les actrices qui jouaient déjà dans la pièce de théâtre. Parfois dans l'écriture il y a quelque chose d'un peu trop surécrit. Pas forcément en termes de langage, c'est-à-dire que c'est pas forcément un langage qui ne serait pas habituel, mais de la façon dont ça arrive comme ça dans la scène, un peu comme un cheveu sur la soupe, marche pas toujours très très bien. J'ai un autre souci avec le jeu qui est sûrement dû au fait que tous ces gens-là ont l'habitude de travailler au théâtre. C'est que c'est un jeu un petit peu trop propre techniquement pour moi. C'est un peu un ton, une façon d'inclure la réplique, de la poser comme ça. Je sais pas si c'est au montage ou voilà, et avec quelque chose de trop propre notamment je vous dis que dans la diction, parce que les acteurs de théâtre ont ce truc de, il faut que la personne au fond de la salle là au 32e rang comprenne exactement ce que je dis. Et parfois n'ont pas conscience qu'au cinéma, il y a une caméra très proche, un micro très proche, un gros plan, et que globalement on va comprendre. Il y a comme ça quelque chose de très très propre, très articulé dans le film, et ça sonne un petit peu étonnant. Voilà, alors, je voulais exagérer évidemment que c'est pas des gens qui jouent de cette façon-là, mais c'est un peu perturbant. Pour revenir au film lui-même, il y a un souci d'histoire, c'est-à-dire qu'on a quand même des personnages qui sont assez caricaturaux. euh, non pas qu'ils le soient nécessairement par principe, dans le sens ah c'est la caricature d'eux, mais dont on n'a jamais le temps d'avoir leurs contradictions et leur profondeur, et on les laisse pas s'installer. Et leurs actes, y compris négatifs, sont relativement attendus par rapport à ce qu'on voit avant d'eux. Donc il y a quelque chose comme ça, on a un peu des personnages monocouches. Plus que caricaturaux, ils sont monocouches, ces personnages. Encore une fois, ils sont bien joués, donc c'est pas l'enfer. Mais en termes d'écriture, ça crée des trucs un peu tristes, notamment ce rôle de l'enfant qui est le seul personnage qui est sain et raisonnable dans un monde d'adultes où tout le monde va mal. Sauf que c'est très appuyé et du coup on y croit assez peu. On a aussi en termes d'écriture des revirements de situation très attendus. Je pense notamment à la conclusion du film sur le personnage de Michali qui annonce une très bonne nouvelle au personnage de cet enfant. Et je vous en dirai pas plus, mais c'est très attendu, on l'a un peu vu venir depuis 40 minutes. Et on a un souci, on a un autre gros souci d'écriture, c'est que le film n'arrive pas à se décider sur l'histoire qu'il veut nous raconter.
Entre l'histoire d'amour qui foire, qui va durer une petite demi-heure avant de foirer, encore que peut-être un peu plus, puis 15 ans, enfin 12 ans plus tard, les conséquences un peu qui durent là 20 minutes, puis avec un nouveau drame et comme un nouvel élément déclencheur et presque un changement de personnage principal, et puis les dernières 40-45 minutes du film, euh, qui sont comme ça sur un nouveau thème, un nouveau personnage. Alors tout ça est évidemment relié au deuil, à l'acceptation, à la peur d'être maudit, etc., etc. C'est très très bien au cinéma et en écriture globalement d'avoir des lignes narratives secondaires. C'est un truc qui est très connu notamment dans les séries télévisées semi-feuilletonnantes. Alors pour faire simple, le feuilleton c'est une histoire qui est racontée en plusieurs épisodes. Le non feuilletonnant c'est chaque épisode est une histoire à elle-même, elle se tient à l'un, et chaque début d'épisode est le même endroit et chaque fin d'épisode est le même endroit. Ça, vous connaissez. Et vous connaissez aussi très bien, en fait, c'est souvent la forme de la sitcom, qui est chaque, enfin, chaque épisode a son histoire particulière, avec son personnage principal particulier, mais avec aussi d'autres personnages qui vivent d'autres choses dedans, autour un peu d'une thématique. Mais il y a aussi sur les saisons et sur la longueur de la série des trames un peu plus longues qui sont abordées par-ci par-là. C'est souvent le cas par exemple des sitcoms ou des séries policières ou des séries hospitalières. Voilà. Et donc cette technique de mettre plusieurs lignes narratives qui sont sur un même thème, je vous prends un exemple très con que je prends souvent, c'est une série policière, on va avoir un flic ou un duo de flics qui enquête sur un réseau de trafic de drogue, par exemple, et de stupéfiants, et qui vont tomber sur un vendeur ou un addict, mais qui vont comme ça creuser un peu le sujet et parler avec lui, par exemple, dans un interrogatoire, du sujet des drames de la drogue ou pas. L'autre personne se défend, donne son point de vue, etc. Donc ça, on va voir en gros la première ligne, la grosse enquête du film. Mais en même temps, dans le même épisode, un autre policier ou une autre policière de ce même commissariat va à ce moment-là galérer avec son alcoolisme. Et puis, peut-être, un autre, que ce soit sur une enquête ou que ce soit sa famille, va avoir des problèmes avec de l'addiction au téléphone et par exemple, va avoir des problèmes avec son fils ou son enfant, enfin, fils-fille, qui est trop sur son téléphone et on s'inquiète d'une addiction, etc. Et comme ça, en 45 minutes, en montrant euh, 3-4 lignes narratives qui sont autour du même thème sans qu'on... Alors là, je le fais avec des gros sabots, donc vous vous rendez bien compte que je suis en train de parler d'addiction, mais souvent on le fait un peu plus intelligemment avec des thèmes un petit peu plus subtils. Mais comme ça, on a l'impression de traiter en profondeur un sujet sans vraiment qu'on nous ait fait une leçon de morale sur ce sujet, ce qui est souvent désagréable quand on regarde de la fiction. C'est cette technique comme ça d'intrigue multiple, et c'est souvent au cinéma, globalement, on a souvent une intrigue principale et une intrigue secondaire que, par exemple, un allié, un ami du personnage principal est en train de vivre à côté, et qui va nourrir comme ça le sujet et la trame principale. Et là, le problème étant que le film a pendant une demi-heure, 40 minutes, une trame, et puis 40-50 minutes après, une autre trame. Et même si elles sont liées, notamment puisque c'est d'abord l'histoire de la sœur, puis après l'histoire du frère, pour le dire simplement, euh, on a comme ça trop d'égalité entre les deux, et puis à la fin on essaye de répondre aux deux, mais du coup on répond vraiment ni à l'une ni à l'autre. Et je trouve que ça perd un peu de puissance narrative et notamment d'attachement au personnage, puisque du coup, dans les deux cas, on n'est pas en profondeur avec un personnage qui doute, qui a le temps d'essayer des choses et d'échouer, mais de se remettre en question et de faire autre chose. Ça va beaucoup plus vite, quoi. C'est ah, je suis comme ça, ah, c'est très grave, il faut changer. Non, je ne veux pas changer. Ah, tel élément arrive, il fait qu'il va falloir que je change. Et à la fin, hop, j'ai changé. Et c'est comme ça, très très speed. Dans l'idée de faire un film d'une heure et demie, moi je trouve ça très bien, hein, les films qui sont pas obligés de... Moi j'ai pas de problème avec les films longs, mais j'ai pas de problème avec les films courts, hein. Moi c'est l'histoire qu'on me raconte et le rythme qu'on me donne dedans. Je trouve qu'il faut adapter sa longueur et son rythme à l'histoire qu'on est en train de nous raconter. C'est l'inverse, c'est qu'en ne choisissant pas une seule histoire, mais en ayant deux, avec des entremêlements, mais à la fois trop pour que l'une soit principale, l'autre secondaire, et à la fois pas assez pour avoir comme ça des films coraux qu'on peut connaître avec plein de personnages et on se rend compte soit qu'ils se croisent dans la vie, soit qu'ils sont en train d'affronter la même chose. On peut avoir ça, je sais pas, dans Magnolia, dans Babel, par exemple, etc. L'autre problème que j'ai en termes d'écriture de ton et là aussi de réalisation, c'est que c'est quand même hyper mélo. Euh, parfois presque bas de plafond, alors avec énormément de sincérité, on sent que
Il s'agit pas d'avoir pris ses spectateurs pour un con, enfin pour des cons en tant qu'auteur et en tant que réalisateur. Je sens la sincérité, mais je sais pas ce que donnait la pièce, peut-être ça marchait bien dans la pièce de théâtre, mais là c'est vraiment sur un temps condensé comme ça. C'est vraiment, regardez, regardez bien, parce que là, il souffre. Regardez, je vous montre 3 fois comment il souffre. On a notamment Alexis Michali qui devient comme ça, alors pour une bonne raison hein, dans l'histoire, mais quand même, comme ça, cet écrivain alcoolique désespéré qui ne croit plus ni en la vie ni en l'amour, qui passe ses journées à boire pour oublier une douleur et qui n'arrive plus à écrire. Bon, ce personnage, on l'a eu 10 000 fois. Finalement, ça me dérange pas tant que ça qu'on l'ait une nouvelle fois. Mais dans ce cas-là, présentez-moi une autre version. Et là, j'ai l'impression que c'est une version encore moindre, parce qu'on n'a pas le temps de passer du temps sur uniquement ce personnage-là, une version encore moindre de ce qu'on a déjà vu plusieurs fois, plein de fois. Ce thème-là, moi je pense par exemple au Bruit des glaçons, qui est un film que j'adore, un film de Bertrand Blier avec Jean Dujardin et Albert Dumontel, que je vous conseille d'ailleurs, qui est un très très bon film. Mais voilà, là, on a ce même personnage un peu cliché, mais on a du traitement, on a de la folie, on a des visions de lui pas toujours très propres ou pas toujours très sales, et on rentre dans les contradictions. Et c'est ça la beauté d'un personnage et la beauté du cinéma, c'est de creuser dans les trucs qui sont pas logiques et qui pourtant nous habitent. Alors là, je vais faire un peu de philosophie de comptoir, mais je pense que l'essence de l'être humain, c'est proprement d'avoir des contradictions et d'avoir, comme ça chez tout le monde, des endroits très lumineux, des endroits qui grattent beaucoup, avec différents degrés peut-être, mais et qui parfois sont pas cohérents les uns avec les autres. Mais c'est ça qui fait un peu de profondeur. Et, mais ce qui fait de la profondeur, c'est surtout les zones de gris entre ces endroits très lumineux et ces endroits qui grattent beaucoup. Et là, moi, j'ai l'impression qu'on a très lumineux, très sombre, point. Donc quelque chose de très lourd, très manichéen. C'est dommage parce que même en termes de mise en scène, que ce soit en termes de mouvement de caméra, que ce soit en termes d'idées de scène, on a notamment les scènes de danse qui sont, même si malheureusement narrativement elles arrivent un peu, pareil, un peu, c'est bon, on les a vues venir et c'est basique, où on voit une volonté de faire des images et de raconter des choses par l'image, par le son, par le mouvement, et pas simplement par le dialogue. Donc il y a des idées de cinéma chez Alexis Michalik, il y a des envies de cinéma, mais je trouve que sur celui-là, c'est un peu bancal, et du coup, je pense que vous pouvez passer votre tour et aller voir plutôt Edmond, alors qu'il n'est plus au cinéma évidemment, qui est son premier film, mais que je vous recommande beaucoup plus. C'est un tour un peu rapide euh, de Une histoire d'amour d'Alexis Michalik, et en même temps, il n'y a pas forcément 10 milliards de trucs à dire sur le film.